poursuit cette discussion de marché avec Delphine Arnaud, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Delphine, oui, je voulais qu'on rentre un peu dans le dur du PE et de la partie earnings du PE, de la valorisation des marchés. C'est vrai que voilà, les warnings qu'on a pu évoquer, Walmart ou d'autres, commencent à inquiéter peut-être les investisseurs sur la prochaine saison de publication, avec des marges qui ont très bien tenu jusqu'à présent en agrégé. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes de marché ? Qu'est-ce qu'on peut dire des risques aujourd'hui qui pèsent peut-être sur la partie bénéficiaire de la valorisation des marchés actions, Delphine ? Oui, c'est vrai que là, on a fait le premier round, qui est une revalorisation à la baisse des PE. Moi, ma cible fin d'année pour le S&P, c'était 16. On y est. Ouais. Sur l'Eurostock 50, c'était autour de 12-13, on y est aussi. Donc cette partie-là, on pense qu'elle est faite. Et ce qui justifie cette revalorisation des PE, c'est une crainte sur les earnings. Et donc en fait, là aujourd'hui, on a fait... Donc les prix ont baissé avant les résultats. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. En anticipation des earnings. Et... en fait, là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que, du coup, ces craintes sur ces earnings, elles sont fondées ? On est vraiment au milieu du gué sur cette partie-là. Et donc, le travail qu'on a fait chez Edmond de Rothschild, c'est de savoir s'il faut réviser à la baisse les earnings et s'il faut voir pricer de la croissance négative, croissance bénéficiaire négative. Une récession bénéficiaire, pour dire les choses simplement, c'est ça. Récession bénéficiaire. Et en fait, on a déroulé en fait comment viendrait une récession. On a fait l'exercice inverse. Par quel canal est-ce que ça viendrait ? En fait, le premier canal, c'est d'abord la confiance. Et vous l'avez très bien dit, c'est également une dégradation des conditions financières. Et là, on y est. On a une dégradation des conditions financières qui est illustrée par Goldman Sachs, qui suit ça très bien, et qui nous dit que ça va peser de l'ordre d'un peu plus d'un point de croissance en annualité pour l'année prochaine. Conditions financières, c'est tout. On prend le niveau du dollar, le niveau des spreads de crédit, de la volatilité, des marchés actions, etc. Et donc, le durcissement des conditions financières déjà réalisées, c'est déjà un point de croissance en moins pour cette année. Voilà. Alors, on partait de très haut. La croissance attendue en début d'année par les économistes a été supérieure à 4. Là, aux États-Unis, elle est supérieure à 2. Donc, on a déjà fait un bon bout du chemin. Le deuxième, et ce canal, en fait, il va passer beaucoup par le crédit. Quand on a une dégradation... une hausse des taux et une dégradation des spreads de crédit, ça veut dire que les entreprises se financent plus cher. Donc, c'est pas juste une revalorisation des PE, c'est également, dans la vraie vie des entreprises, un coût financier dans leur refinancement. Et ensuite, l'autre canal par lequel passe une récession, c'est aussi les inventaires. Ça, c'est un canal qui est assez rapide à se mettre en œuvre et qui nous fait un peu peur. Les inventaires, on sait qu'il y a une explosion à cause du Covid de la demande de biens durables manufacturés. Ouais, et en fait, on attend, et Best Buy nous l'a dit hier, on attend un report plus vers les services que vers les biens manufacturiers. Or, les entreprises manufacturières nous disent que les carnets de commandes sont pleins et qu'elles ne voient pas de dégradation de leurs demandes. Donc là, il y a un petit écart entre le discours et ce qui est attendu du point de vue macroéconomique. Qu'est-ce qui se passe si leur demande ralentit ? Elles vont avoir des baisses de chiffre d'affaires en même temps qu'elles ont reconstitué des stocks. Et en fait, elles ont reconstitué des stocks d'autant plus urgemment qu'elles sont passées d'une logique de just-in-time à just-in-case. Donc en fait, quand il va y avoir un ralentissement de la demande, il va y avoir un effet ciseau qui peut accélérer en fait la baisse de la demande des entreprises manufacturières qui se reportent de fournisseur en fournisseur sur le simple fait que le consommateur se reporte vers les services. On a vu chez Walmart ou Target notamment une progression très forte des stocks, de 20% chez Walmart, de 40% je crois chez Target. Vous dites le risque, c'est que les entreprises n'arrivent pas à écouler tous ces stocks qu'elles ont accumulés ces derniers mois.
Oui, le risque, c'est de ne pas pouvoir les écouler, mais c'est aussi de se rendre compte qu'avoir du stock, c'est du BFR. Avoir du BFR, ça coûte cher. Les coûts de financement ont augmenté. Et il faut peut-être une gestion plus rigoureuse de ce BFR à l'avenir. Et ça passe par une baisse des stocks, des commandes un peu plus just-in-time comme avant. Ensuite, il y a le cycle de CAPEX qu'on attendait en forte hausse. Donc ça aussi, ça peut décevoir. Et après, toujours dans les effets autoréalisateurs, est-ce qu'on va être en récession ou pas en récession? Il y a aussi sur le consommateur américain l'effet richesse. Ils n'ont jamais autant détenu d'actions qu'aujourd'hui. Les actions sont en baisse depuis le début de l'année. Sur le MSCI américain, moins 18%. Même si c'était réfugié sur les actions européennes, en fait, avec l'euro en baisse, c'est le même tarif. C'est la même baisse pour un Américain. Pour un Américain. Et donc cet effet richesse va peser sur la consommation. Avec peut-être aussi des effets richesse en provenance de l'immobilier. On a vu la baisse rapide des ventes de maisons neuves hier aux États-Unis sur le mois d'avril. Alors les prix sont encore stratosphériques, mais si les transactions commencent à ralentir, à baisser, c'est les prix qui baissent ensuite sur l'immobilier. Là aussi, ça participe du choc négatif peut-être sur les effets richesse aux États-Unis. Exactement. En fait, l'objectif de la Fed, c'est de ralentir l'inflation. L'inflation, elle pèse sur la productivité des entreprises, elle pousse les salariés à demander des hausses de salaire et elle fait une inflation auto-entretenue. En fait, la Fed d'Atlanta, elle sépare l'inflation qui est de l'ordre cyclique, c'est à peu près 30% de l'inflation, et on retrouve tous les éléments que vous avez mentionnés, et ça, on peut attendre une amélioration. Aujourd'hui, c'est un rythme annualisé de 18%. On baisse par rapport à 20% le mois précédent. Et il y a toute la partie sticky inflation, donc l'inflation un peu plus durable, qui, elle, commence à progresser. Et celle-là, pour l'arrêter, c'est très dur. Et dans ce panier-là, il y a l'immobilier. Et c'est cet immobilier, ce marché immobilier-là que la Fed doit ralentir. Ça a commencé. Elle a fait la première étape qui est de faire augmenter le taux des mortgages. On était à 3% en 2021. Plus de 5. On est à 5,5 aujourd'hui. Et là, ça a un peu rebaissé avec la baisse des taux qu'on connaît actuellement. Et ça entraîne une baisse des volumes. Et la prochaine étape, ça va être une baisse des prix de l'immobilier. Celle-là, ce serait plutôt positif. On va avoir le cash flow à la fin du mois. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Une fois qu'on a fait l'exercice, que vous avez fait l'exercice chez Edmond de Rothschild Asset Management, qu'est-ce que vous dites sur les attentes bénéficiaires? J'ai vu, grosso modo, on attend du 9-10% encore aux États-Unis, peut-être cette année. Peut-être un peu plus en Europe. Alors attention, il y a des effets sectoriels importants. Les secteurs liés aux matières premières en général, évidemment, gonflent un petit peu peut-être les attentes bénéficiaires. Mais est-ce que ça vous semble des attentes qui sont ambitieuses, qui sont atteignables aujourd'hui ? Alors en fait, quand on regarde les attentes bénéficiaires, on prend les analystes. Les analystes eux-mêmes communiquent avec les entreprises et les entreprises en fait sont les dernières à avoir les retournements de cycle. Donc aujourd'hui, en fait, les attentes bénéficiaires, on les regarde assez peu, je dois dire. C'est un mauvais indicateur. C'est un mauvais indicateur. En fait, ce qu'on va regarder, il y a 3 types d'indicateurs qu'on va regarder. On va regarder les signaux financiers qui nous indiquent la probabilité d'une récession. Ceux-là ont fortement augmenté, mais ils donnent des faux signaux. En 2018, ils avaient donné des faux signaux. Donc JP Morgan nous dit par exemple 41% de probabilité de récession dans les 12 à 18 mois. Donc ils nous donnent la météo en continu, mais à plusieurs semestres. On regarde également les soft data, donc là ce sont les enquêtes avec les indicateurs de confiance à la fois des entreprises et des ménages. Ceux-là, ils pointent plutôt vers un fort ralentissement. Et on regarde les hard data. Alors les hard data, ça c'est un petit peu regardé, c'est pas très fréquent et c'est un peu regardé dans le rétroviseur. Et dans les hard data, en fait, on voit déjà une dégradation quand on regarde les retail sales, non pas en prix, mais en volume. On a déjà une baisse des retail sales en volume. On a déjà un ralentissement également du marché du travail. En tout cas, on a l'impression qu'il a atteint son point bas et les jobless claims qui sont sortis. C'est ça, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont marqué un point bas il y a déjà quelques semaines et il y a un petit bottom qui se forme, c'est ça. Et ça, pour le point de l'inflation, c'est plutôt bon puisque ça aussi, c'est le travail de la Fed de ralentir ce marché du travail qui est extrêmement dynamique, trop dynamique.
À ce stade, ça reste contrôlé. C'est quoi le schéma de marché référent qu'on a en tête? On parlait de 2018, Delphine. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le schéma de marché de 2018? Est-ce que c'est effectivement, est-ce que c'est un playbook ou une comparaison qu'il faut avoir en tête pour la période qu'on vit aujourd'hui? Alors, on regarde 2018 parce qu'en fait, on a atteint sur certaines données de marché exactement les niveaux de 2018, que ce soit les spreads de crédit, que ce soit des niveaux de volatilité, que ce soit des niveaux de baisse de marché actions. On a fait 19% au dernier trimestre de 2018. Ouais. C'est à peu près ce qu'on vient de vivre depuis ce début d'année. Et en 2018, ça s'était stoppé et on avait rebondi fortement. Est-ce que ça doit être une référence et comment on a réussi à stopper cette baisse de marché? En 2018, en fait, on était déjà sur un cycle de fin de normalisation de politique monétaire. Là, aujourd'hui, on est au début de la normalisation monétaire partout dans le monde. Et également, en 2018, on avait eu un élément salvateur qui était le pétrole. En fait, le point haut du pétrole était à $76 en fin septembre 2018. Il a baissé de 40% jusqu'à Noël. Et cette baisse du pétrole a fait un effet positif, baisse des anticipations d'inflation. Ensuite, on a eu les taux d'intérêt qui ont baissé alors qu'ils n'arrêtaient pas de monter. Du coup, ça a permis de faire au moins un actif refuge dans le portefeuille. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de connaître depuis quelques semaines. Quelques semaines. Et ensuite, du coup, comme il y avait moins de pression inflationniste du fait du pétrole, du coup, moindre resserrement monétaire. Et ça a sonné la fin du resserrement monétaire de Powell qui a retourné sa veste. Est-ce qu'on peut perdre 40% sur le pétrole en 3 mois là Alors le pétrole, 40%, si c'est ça la question, il faudrait que ça se règle du point de vue de la guerre en Ukraine et pour l'instant on n'y est pas. Ce serait quand même périlleux d'engager les portefeuilles sur cette hypothèse-là. Et ensuite, vous disiez la Fed commence. La Fed commence et l'inflation, la partie en fait auto-entretenue de l'inflation, il faut l'arrêter aux États-Unis et elle est en train de se mettre en œuvre en Europe. On voit les salaires réglementés commencer à accélérer et donc du coup non, on n'est qu'au début de cette histoire-là. Ouais. Bon, sur le premier trimestre, effectivement, la série sortie hier, on est à 2,8% je crois de hausse des salaires négociés en Europe sur l'ensemble du premier trimestre. On était à 1,6% sur le quatrième trimestre. Donc voilà, ça part, ça commence. C'est pas les niveaux des États-Unis. Non, loin. Et puis il y a des effets pays par pays, etc. Donc on est sans doute au global un peu en dessous de 2,8%, mais c'est quand même un chiffre qui montre que, effectivement, d'un trimestre à l'autre, les négociations salariales avancent dans les différents pays européens. Merci beaucoup à vous deux, Delphine Arnault qui était avec nous, je le rappelle en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, et Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investment pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.